Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons du festival Agir pour le vivant, dont la deuxième édition se tiendra du 22 au 29 août prochain. Ce sera peut-être un peu plus tard quand vous écouterez ce podcast, mais il sera mis en ligne avant le festival pour que vous puissiez, que vous ayez envie, j'espère, d'y aller ou de vous connecter par tous les moyens à tout ce qui va se passer du 22 au 29 août 2021 dans le sud de la France, à Arles. Un ensemble de manifestations pour réfléchir sur le vivant. Je cite un petit extrait de la présentation. Agir pour le vivant vise à organiser dans la durée un programme de réflexion et d'expérimentation territoriale afin de repenser la manière avec laquelle l'ensemble du vivant se côtoie et notre façon d'habiter le monde aujourd'hui. Voilà, des thèmes qui sont chers à So Sweet Planet. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Anne-Sylvie Bameul, directrice du département Art, Nature et Société d'Actes Sud, membre du directoire du groupe et qui participe à l'organisation de ce festival. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour. Avant de parler plus en détail de ce festival, très en détail, j'espère, quel est le rôle des éditions Actes Sud dans ce festival pour qu'on sache déjà un petit peu où on va ? En fait, c'est une initiative des éditions Actes Sud en lien avec l'agence Comuna. Il s'avère que nous nous sommes rencontrés et nous avions en amont, chacun de part et d'autre, le désir finalement pour nous de faire partager, de donner accès pour les éditions Actes Sud, parce que on vit finalement la création de cet événement comme le prolongement direct de notre métier d'éditeur. C'est-à-dire notre métier, c'est de diffuser la pensée des auteurs, l'accompagner le plus loin possible et vers le plus grand nombre de personnes possible. Et finalement, tout le monde ne franchit pas le seuil d'une librairie, tout le monde ne va pas jusqu'au rayon essai pour répondre aux questions qu'ils se posent, s'ils s'en posent déjà. Et finalement, faire parler les auteurs sur une scène, inviter les gens par d'autres moyens à venir les rencontrer et créer les conditions d'un échange, finalement, est une première étape assez nécessaire, finalement, à ce que plus tard, les gens, on peut imaginer qu'ils iront en librairie. Puis on a pu vérifier lors de la première édition que c'est véritablement ce qu'il s'est passé et que le livre devient le prolongement immédiat et nécessaire de cette rencontre. Et Alain Tulot, qui dirige la société Comuna, qui a déjà organisé lui aussi beaucoup d'événements, avait besoin aujourd'hui de créer un événement qui soit porteur de sens et qui, petit à petit, justement, pousse les gens dans une mécanique de réflexion, d'action qui soit plus ancrée sur le territoire aussi. Et là aussi, on se rejoignait sur cette idée territoriale parce qu'on est incarné, on appartient. Actes Sud est basé à Arles depuis Arles et sa région depuis sa création, et ce qui a fait d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs une de ses spécificités. Mais c'est aussi montrer que, d'une part, on est un acteur ancré sur ce territoire, que le territoire d'Arles, en plus, aurait vocation à devenir véritablement, sur toutes les questions qui nous préoccupent liées au vivant, un territoire pilote, parce que on est en bordure de mer, on est sur un territoire méditerranéen, on a vu cet été tout ce que cela induisait, on a une composition sociale très hétéroclite, donc justement qui permet d'imaginer, qui permettrait en tout cas de pouvoir imaginer beaucoup de choses si on se dit qu'on devient un lieu de réflexion, un lieu où s'ancre, et puis on n'est pas tout seul. L'idée, c'est de nous, je dirais, avec nos livres et les auteurs que l'on accompagne, on met à disposition cette connaissance, ce savoir, et on échange avec les acteurs locaux. C'était l'idée de créer aussi un événement qui soit complètement ancré dans le territoire d'Arles. On a maillé beaucoup de partenariats avec les acteurs du territoire, la Fondation Luma qui nous accompagne sur les résidences, l'école de la photographie, les Suds, mais aussi le PETR, CIPE, vraiment tous les partenaires qui, à un moment donné, sont impliqués dans les questions de transition, de changement de modèle, sont à nos côtés, je dirais, pour nous aider à construire cet événement. Ce qui est important par rapport à l'événement aussi,
c'est d'avoir en tête que une des énergies aussi qui est là, ce sont nos auteurs qui nous l'ont donné, parce que beaucoup d'entre eux avaient besoin de partager leurs connaissances avec d'autres spécialités, d'autres types de connaissances, d'autres univers, et besoin d'un événement qui les rassemble en fait. Alors, ce festival, c'est 7 jours de rencontres, 150 intervenants, 5 soirées événements, plus de 30 conférences et débats, des ateliers, le tout avec des philosophes, des chercheurs, des économistes, des activistes, des artistes, des auteurs, des chefs d'entreprise. Sont prévues des lectures, de la musique, des performances et des projections tout au long de la semaine, réparties sur plusieurs lieux dans la ville. Donc ça s'articule, on va y revenir après, en 6 sortes d'événements: les conférences débats, les soirées, les projections, les expositions, la fabrique et les ateliers et formations. En fait, pour expliquer un peu plus l'esprit qui sous-tend ce festival, j'aimerais revenir sur une interview de mai 2020, le 3 mai 2020, donc on était en plein début de pandémie de coronavirus, premier confinement. Donc le 3 mai 2020, dans le quotidien Libération, l'équipe dirigeante d'Actes Sud, Françoise Nyssen, Jean-Paul Capitani et vous-même, répondait à une interview dans le cadre de la première édition du festival Agir pour le vivant. Et à la question « Que vous inspire la crise sanitaire qui frappe aujourd'hui la France et la planète ?», Françoise Nyssen répondait « Beaucoup de réflexions, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aime bien reprendre la parole d'Aristote qui dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. » On est plus d'un an plus tard, c'est toujours très pertinent comme citation. Et elle disait « Nous sommes dans un moment de réflexion intense » et elle ajoutait « Il faut une vision globale, que ce soit sur le terrain social, celui de la santé, de la culture ou de l'immunité. Actuellement, on nous impose des tas de mesures, peut-être totalement justifiées, mais il s'agit une fois encore d'une pensée en silo, alors que l'on aurait besoin d'une interdisciplinarité parfaite. Sortir de cette pensée, de ce fonctionnement en silo, est-ce que c'est l'une des vocations de ce festival ? Absolument, dans le sens où un des moteurs de ce festival aussi, c'est les discussions qu'on a pu avoir avec les auteurs que l'on publie, qui finalement, de plus en plus souvent, nous faisaient la remarque « Ah, j'ai vu que tu publiais un tel sur tel sujet, j'aurais besoin de le rencontrer parce que là, moi, je suis bloquée là-dessus si j'ai pas ça, et ainsi de suite. » Et en fait, je crois que, en tout cas, pour ce qui concerne le savoir et la recherche, en tout cas, telle qu'elle s'imagine aujourd'hui aussi, il y a besoin de se sentir en communauté, mais pas communauté fermée, communauté ouverte et dynamique. Et qu'on a besoin, en fait, c'est comme si on avait une grosse marmite finalement et que chacun vient déposer ce qu'il a, mais qui relève à la fois d'un savoir scientifique extrêmement pointu, qui relève d'une connaissance du vivant extrêmement fine et précise, qui va relever effectivement d'un savoir et d'un talent de manier l'écriture et les mots, parce qu'il y a ce talent aussi de passer, d'être le passeur, et etc., etc. On parlait de la musique, on parlait de la philosophie, et finalement, je crois qu'aujourd'hui, on est tous en mode d'asphyxie, parce que justement, il n'y a plus d'air qui passe entre les différents éléments, et que chacun est dans, comme disait Françoise, dans un silo, qui fait qu'en fait, on tourne en rond, quoi. On est un peu un hamster dans chacun de leurs... si on considère que chacun des domaines est une roue dans laquelle on tourne. Alors, bon, il y a des énergies, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a un besoin d'être ensemble. Et ce qui a été frappant lors de la première édition d'Agir pour le vivant, c'est que les gens ont évoqué l'idée d'être apaisés par cet événement. Parce que d'un coup, ils étaient en lien avec leur propre intuition. Ce qu'on leur racontait n'était pas contraire à leur intuition, loin de là, voire même on leur disait « vous avez raison d'avoir cette intuition parce que », et d'un coup l'explication arrive. Et en fait, il y a un mécanisme qui se produit dans le cerveau qui est assez fabuleux, c'est-à-dire quand la connaissance vient confirmer votre intuition, mécaniquement, vous gagnez beaucoup de confiance en vous-même. Et une fois que vous avez de la confiance en vous-même, vous pouvez réitérer le mécanisme d'avoir une intuition. Et la connaissance, vous allez pouvoir aller la chercher avec encore plus d'avidité parce que vous savez que potentiellement, vous allez accepter d'infirmer ou de confirmer votre intuition. Mais vous savez que par moment, elle peut être juste, par moment, elle peut être fausse. Et finalement, par ce jeu de balancier
que l'on fait, on construit une réflexion, des idées et surtout, et c'est ce qui nous importe, une action. C'est que d'un coup, on a la capacité de passer à l'action. On a créé, vous me posiez la question par rapport à rôle d'Actes Sud, on a créé cette collection Je passe à l'acte, justement, avec dans le prolongement de la collection du domaine du possible que l'on a créé avec Cyril Dion. Et c'était vraiment la conséquence directe de ce qui s'est passé à l'issue des projections du cinéma, du film Demain. Les gens sortaient en disant moi, j'aimerais beaucoup faire quelque chose, je veux me lancer, mais par quoi je commence, où je vais, qu'est-ce que je fais, je sais rien faire, on m'a pas appris, je suis connectée à rien, je connais personne, enfin, tout ce qu'on peut se dire spontanément dans beaucoup de domaines. Et finalement, l'idée de ces petits livres, c'est 64 pages seulement, c'est un format très, très calibré en quelque sorte, et c'est donner petit à petit aux gens l'accès à des exemples de gens qui, comme eux, ne savaient pas forcément, ou en fait avaient un domaine de connaissances, et puis petit à petit ont avancé, ont construit, ont réussi, et ont défini des chemins de traverse finalement, qui aujourd'hui commencent à devenir des chemins finalement qu'on espère qu'ils deviendront prioritaires. Donc voilà, c'est sous cette dynamique de la réflexion qui ne peut pas provenir du « je suis seul chez moi devant ma télé, devant mon écran ou à lire tout seul dans ma bibliothèque ». Il y a besoin d'échanger, d'être dans cette interdépendance que je mettrais en vis-à-vis de l'interdisciplinarité, parce que oui, on est interdépendants et qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce cheminement vers l'action, parce que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Oui. C'est sûr. Et puis, moi, ça me fait penser aussi à la biodiversité, parce qu'effectivement, tout est complémentaire, tout s'enrichit, et sans biodiversité, on voit que tout meurt, quoi. Nous, les premiers, apparemment, bientôt, si on réagit pas. Exactement. Donc, c'est toute la puissance de la permaculture et de ce qu'elle a pu, et notamment le travail de Charles et Perrine Hervé-Druillet qu'ils ont consigné dans ce livre absolument somme, Vivre avec la terre. Mais je dirais, c'est un livre qu'on peut lire si on a envie de devenir maraîcher, et il est fortement conseillé parce que ils partagent là le fruit de toute leur expérience, tout ce qu'ils ont acquis comme connaissances à travers ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont rencontré. Enfin, là aussi, on voit bien que la connaissance provient de beaucoup d'endroits. Et finalement, ils remettent la complexité au cœur même de la compréhension du vivant. Et finalement, nous aussi, on a besoin de remettre la complexité au cœur même de la compréhension de notre société. Et la biodiversité, finalement, quand on parle de biodiversité, on parle de complexité, mais elle est naturelle. Et puis, nous, on fait partie de cette complexité, et la complexité est constitutive de ce que l'on est. Donc, au contraire, je dirais, il faut se nourrir de cette complexité. Et aujourd'hui, on est sous-alimenté en termes de complexité, je dirais. Et l'idée de ce festival, c'est aussi montrer que la complexité est tout à fait accessible, qu'il y a des gens qui ont, et qu'on appelle auteurs, qui ont un talent immense, qui par leur art du verbe, de l'association des mots, c'est d'un coup, ils vous emmènent. Ils vous emmènent dans, d'une part, le désir de lecture, d'autre part, dans le désir de réfléchir, et puis petit à petit, j'utilise souvent cette image, mais c'est comme des bulles qui vont s'ouvrir dans le cerveau, et puis il y en a 1, 2, 3, et d'un coup, c'est tout cet oxygène qui vient. Et à partir de là, on est capable d'alimenter de construire sa propre réflexion et son propre modèle. Oui. Et d'ailleurs, donc c'est justement ma question suivante. Reprenez ce que vous venez de dire dans cette même interview à Libération, là en mai 2020. Vous disiez, quand un raisonnement s'est développé dans le cerveau, grâce à la réflexion, il devient évident et on ne peut plus repartir en arrière. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut amplifier. Certes, il faut passer par le politique, c'est évident, mais la société doit aussi s'emparer de ces sujets. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement au travers de ce festival? Qu'est-ce qui permet d'amplifier ce mécanisme de raisonnement qui se développe dans le cerveau? Il y a les rencontres, mais en fait, vous avez conçu justement plusieurs angles d'approche pour toucher les gens. Il n'y a pas que des rencontres avec des gens qui parlent, il y a aussi de l'artistique, il y a des ateliers, En fait, c'est ça. Je pense que c'est ouvrir tous les pores de la sensibilité. En fait, on comprend par 1000 endroits différents les choses. Alors, il y a le savoir qui arrive d'un côté, mais pour arriver, et ça, c'est maintenant la neuroscience l'a démontré de façon certaine, on sait que l'appréhension du savoir vient avec
la sensibilité, avec les émotions. Si on est dans un schéma émotionnel qui est positif, le savoir rentre de façon très fluide. Il y a un jeu, c'est physiologique, mais on le vit finalement au quotidien. Et donc, parfois, on utilise, c'est Baptiste Morisot qui parle beaucoup de ça, de crise de la sensibilité, et comme quoi finalement, le fait d'être au contact des animaux, le fait d'aimer la nature, les fleurs, c'est quelque chose qui est considéré comme un peu gnangnan quand même, un peu, bon, vous êtes un peu sensible, hein, et avec tous les guillemets qui vont avec, soi-disant, comme vous êtes sensible, vous n'êtes pas très rigoriste en quelque sorte, donc quand vous n'êtes pas très rigoriste, vous allez manquer peut-être un peu de savoir. Enfin bon, il y a tous ces a priori finalement sur le monde sensible, mais en fait, si on enlève le monde sensible, on enlève le vivant tout simplement. Donc, il y a besoin de rééquilibrer. Et en fait, la construction de cette semaine-là, et c'est le fruit de nombreuses réflexions entre nous tous, mais l'idée était d'avoir une journée entière sur une thématique. Parce que c'est pas vrai qu'en une demi-heure, on va brosser tout un sujet et sortir de là, on sait tout et c'est bon, on sait exactement où on va. Non. L'idée, c'est de déjà, dans un premier temps, et sur les premières éditions, c'était ce qu'on s'était donné comme objectif, brosser un état des lieux, où on en est de notre connaissance, en fait, où on en est de notre être ensemble, où on en est de notre capacité, justement, à agir. Et en donnant une thématique à chaque journée, c'est des thématiques assez larges, mais on arrive systématiquement à faire dialoguer entre eux des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. L'année dernière, sur la scène, on avait Gilbert Cochet, qui est naturaliste, Sébastien Blache, qui est agriculteur, et Baptiste Morisot, qui est philosophe. Cet entretien nous a amené très loin dans la connaissance, justement, du vivant, du sensible, de la complexité. Tous ces éléments étaient présents et résonnaient entre eux. Et donc, ce que l'on va reproduire cette année est toujours sur ce même schéma. C'est créer des tables rondes, finalement, où on n'est pas de même spécialiste en même spécialiste. On va justement créer des dialogues. C'est pas l'idée de créer la polémique ou la controverse de façon systématique, mais en revanche, des points de vue qui savent réfléchir sur le même sujet, qui peuvent réfléchir sur le même sujet et créer les conditions d'un premier débat. C'est pour ça que je dirais une édition amène une autre, parce que on va avancer au fur et à mesure des rencontres. C'est à chaque fois un point de départ. Comme je vous disais au début, ce sont beaucoup des auteurs aussi qui nous ont demandé à se rencontrer. Donc, on a prévu aussi, donc il y a des temps de rencontre avec le public, mais il y a beaucoup de moments où les auteurs ont le temps, les intervenants ont le temps de se rencontrer entre eux. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui émergent de ça, des nouveaux projets, des nouvelles plein de choses finalement. Et c'est cette dynamique-là qui est aussi extrêmement puissante et qui est à l'œuvre donc durant le festival. Et alors, en fait, pour revenir à la question quand même de base, pourquoi un festival sur ce sujet? Pourquoi agir pour le vivant là maintenant? En fait, le vivant l'approche du vivant, alors, comment dire, les éditions Actes Sud sont finalement, depuis leur origine, les tout premiers ouvrages que la maison a publiés étaient justement sur la condition des femmes dans la vie paysanne, des questions liées à l'urbanisme, des questions vraiment là où on fait société, là où on vit, en fait, on est dans un schéma complexe d'interconnexion vivant. Et à partir de ce moment-là, l'étude du vivant devient finalement l'étude de cette interdépendance et donc de cette complexité. Et finalement, en mettant le vivant au cœur de nos questionnements, au cœur de nos réflexions, en fait, on a mis là ce qui constitue le cœur de notre raison d'être et en tout cas des actions qu'on a envie de conduire. Et c'est aussi parce que finalement, parfois, on laisse les médias, ou en tout cas tout ce qui est le ronron, on va dire, parce que je ne vais pas pointer des médias en particulier, mais le ronron que l'on entend en permanence, le bruit qui est là de façon dominante, laisserait penser que le vivant, c'est une chose, et puis nous, on vit à côté, et on ne fait pas partie du vivant. Il y a l'homme qui est tout puissant, et puis le reste, et la planète, ça serait sympa qu'elle nous aide à vivre plus simplement, donc qu'elle nous apporte plus, qu'elle réagisse mieux quand même à tout ce qu'on fait, et que là, vraiment, on est... Enfin, bon. Et en fait, c'est remettre aussi l'homme au cœur du vivant, et je dirais un parmi tous, et on fait partie d'une chaîne. Et c'est Isabelle Delannoy
dans son livre L'économie symbiotique, qui montre finalement le rôle aussi de l'être humain dans cette chaîne, parce qu'il a une capacité à faire accélérer l'information. Et quand on accélère l'information, on amplifie les phénomènes. Donc je dirais, nous, en tant qu'éditeurs, voilà, on joue ce rôle de diffuseur d'informations et en espérant d'amplifier ce phénomène. Donc comme le vivant est quand même notre préoccupation et notre, je dirais, un domaine de publication où on s'est particulièrement investi depuis la création. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs avec qui on a pu échanger, dialoguer, et puis on s'aperçoit, à chaque nouveau livre que l'on publie, on s'aperçoit qu'on est arrivé à un nouvel endroit et on va partir de cet endroit-là pour aller encore vers un autre, et qu'à chaque fois, chaque livre est un voyage dont on ne revient pas, c'est certain. Parce que les phrases prononcées, les mots écrits viennent se déposer, je dirais, dans notre cerveau et vont faire matrice en quelque sorte. Ils ont en eux cette énergie qui fait qu'à partir de là, on va construire une réflexion. Mais il faut arriver à constituer ce à partir de là. Et c'est là où on a besoin à la fois de la connaissance et d'émotions positives, joyeuses. Les gens se sont considérés comme il y a quelque chose, on a besoin d'être ensemble. Et c'est vrai que durant le festival, d'un coup, on a l'impression de faire un peu bloc comme ça, et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable. Et puis c'est un bloc en plus qui s'élargit parce que toutes les conférences sont filmées, retransmises en direct. Donc c'est ce qui nous a été imposé par la première session qui s'est placée effectivement au moment où la région Provence-Alpes d'Azur était en aubergine foncée, je crois, en termes de situation sanitaire. Et en même temps, on a réussi à faire cet événement en prenant toutes les mesures possibles pour qu'il se passe dans de bonnes conditions sanitaires. On a accueilli près de 3000 personnes sur place. Et puis, il n'y a pas eu un seul cas contact. Alors donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Actes Sud, vous l'avez dit, il y a un lien avec Arles. Donc, le festival aussi a lieu à Arles. Le lien entre Actes Sud et Arles, ça remonte à quand? Comment ça se concrétise dans la vie quotidienne, en fait? Parce que vous avez des bureaux, moi j'ai fait pas mal d'interviews d'auteurs, d'autrices d'Actes Sud, mais toujours sur Paris. Et en fait, la maison mère, si je peux dire, est sur Arles. Donc, il y a une vie d'Actes Sud à Arles qui va bien au-delà, en fait, des livres, hein, si j'ai bien compris. Puisqu'il y a aussi des cinémas, il y a des expos, il y a du spectacle vivant. Donc, comment ça s'est mis en route tout ça? En fait, Hubert Nissen, qui crée Actes Sud en 1978, avait quitté la Belgique et s'était installé au Paradou, qui est un petit village dans les Alpilles. Et Françoise Nissen, sa fille, le rejoint 2 ans plus tard pour participer à cette aventure, parce que pourtant de formation chimiste et urbaniste, les livres aussi étaient au cœur de son existence en quelque sorte, et donc le rejoint, suivi par Bertrand Pi et Jean-Paul Capitani. Et donc et Hubert crée Actes Sud avec Christine Leboeuf, sa femme. Et donc ils sont tous les 5 installés au Paradou, et puis forcément le mas dans lequel étaient installés les bureaux devient un peu à l'étroit. Il s'avère que Jean-Paul Capitani avait sa famille, notre famille, avait de la famille. Voilà, exactement. En fait, avait des locaux qui étaient situés au bord du Rhône et qui étaient en fait l'ancienne laiterie. Mon arrière-grand-père collectait finalement pour la société Roquefort le lait des brebis de la région, et donc il affinait les fromages là et les envoyait après dans les caves de Roquefort. Donc c'était des lieux qui avaient été malheureusement abandonnés et que Jean-Paul Capitani souhaitait réhabiliter en voulant y faire une librairie, un cinéma, un lieu de vie culturelle finalement. Et donc, à la faveur de sa rencontre avec Hubert Nissen et Françoise, en fait, c'est ce lieu, donc les éditions ont déménagé à Arles en 82, et en 83 est née l'association du Méjean, qui est venue, donc il y avait dans cet espace, on a effectivement la maison d'édition qui était à l'étage, à l'époque on y vivait même, donc c'était la maison à proprement parler, un restaurant, 3 salles de cinéma, une librairie. Aujourd'hui, il y a un hammam et en plus une ancienne chapelle qui avait été désaffectée, qui était le lieu du syndicat des Mérinos, où était stockée la laine.
et donc qui a été aussi racheté parce qu'il est mitoyen de cet espace, où aujourd'hui se déroulent des expositions, des concerts. On a la chance d'avoir une saison musicale absolument phénoménale sous la direction de Jean-François Esser, donc des expositions, des lectures. Effectivement, c'est un lieu de vie culturelle, mais alors vraiment avec des pluriels à tous les étages, je dirais, qui permet de créer, je dirais, à Arles, on était loin de Paris, effectivement, mais ça donne une qualité, une distance un peu par rapport au bruit dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on est un peu plus loin, donc il arrive avec des échos un peu décalés. Et finalement, ce lieu s'est posé comme un lieu de rencontre. Et finalement, a permis de faire venir à Arles énormément de gens qui, voilà, là aussi, on est sur le fruit de la rencontre, et Actes Sud s'est créé. Et c'était aussi autour de ces rencontres. Et c'était aussi un de nos souhaits, 40 ans, un peu plus de 40 ans après, de renouer finalement avec cet état d'esprit. Et enfin, on n'a jamais perdu d'ailleurs, hein, mais le réaffirmer un peu plus fort parce qu'il est véritablement constitutif de notre ADN. Et puis le monde a changé, donc voilà. Et de notre savoir-être. Et je dirais là où la maison d'édition a rajouté aussi une dimension, c'est Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen, et puis familialement, on a mis à disposition une propriété qui était une propriété agricole, à disposition de la création d'une école à travers un fonds de dotation. Donc c'est une école qui va de la maternelle au collège et d'une université sous forme plutôt d'université populaire autour de l'agroécologie et du changement d'échelle en agroécologie et dans son équestre, etc. Enfin bon, d'un lieu là aussi, recréer un lieu de vie autour d'une ferme finalement et pour reconnecter les enfants, avec cette idée que reconnecter les enfants à la nature était une façon aussi de les reconnecter au savoir et à une certaine forme de recherche. La pédagogie, c'est une pédagogie essentiellement par projet, et l'idée de placer les enfants dans cette posture de chercheur en se disant que c'est vraiment ce dont ils vont avoir envie pour les prochaines années et dans leur parcours à la fois universitaire mais aussi personnel. Et donc voilà, et la maison d'édition est naturellement un soutien fort, et c'est parti là aussi du fait de se dire qu'on est en contact avec des auteurs absolument incroyables qui ont des niveaux de savoir qui ne sont pas encore complètement diffusés à plein dans la société, et faire en sorte qu'ils côtoient les enfants. Et vraiment, on se dit des choses les plus belles qu'on pouvait offrir aux enfants qui sont cette école. Donc en plus, on est d'autant plus content que là, l'école va bientôt avoir une centaine d'élèves. Donc je dirais, les débuts sont toujours compliqués dans un projet, mais finalement, enfin voilà, il a réussi à tenir. Aujourd'hui, l'école est conventionnée et donc a réussi à créer son mode de fonctionnement en lien entre les enfants, les professeurs et les parents, et ça crée, voilà. Et c'est vrai que au cœur de tout ça, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'au cœur de tout ça, c'est la rencontre, c'est créer des univers où on multiplie les différences, on multiplie des environnements complexes, on multiplie l'accès à la biodiversité. Et de là provient finalement l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles approches, etc. On crée, et il y a beaucoup de créateurs autour de nous. Et pour revenir à la ville d'Arles, donc on s'est implanté là, et Actes Sud n'a eu de cesse de faire venir aussi à lui énormément de personnes. Et c'est comme ça qu'Harmonia Mundi est venu s'installer à Arles finalement. Donc, il y a distributeur côté musique. Là. Voilà, exactement. Oui. Mais c'est vrai que c'est ce lien qui a créé ce terreau fertile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un territoire qui est investi par énormément d'acteurs privés dédiés à la culture. On a la Fondation Numa qui vient de s'installer, qui est déjà en cours d'installation depuis longtemps, mais qui vient là d'ouvrir ses portes. Avec ce nouveau bâtiment dont on a beaucoup parlé dans les médias exactement, cet été. Oui. Et qui a un projet culturel absolument incroyable. Ça va être, enfin, je ne suis pas certaine qu'on mesure exactement ce que va apporter ce lieu à l'échelle territoriale, mais à l'échelle nationale. Et puis on peut aller largement au-delà, parce que les conditions qui ont été créées d'accueil des œuvres artistiques sont extraordinaires, et la façon
qu'à ce lieu de se penser, il est un centre justement où la pensée va naître. Et c'est le lien que l'on a créé autour d'Agir pour le vivant. La Fondation Lomas va accueillir ce qu'on a appelé la fabrique du vivant. C'est une partie des ateliers où justement beaucoup d'experts, de gens de plein d'univers différents ont eu envie, à travers les différents partenaires que l'on a, de se poser pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, pour véritablement réfléchir, se questionner comment un projet territorial se développe, pertinent, et donc comment calculer l'empreinte naturelle d'une entreprise, comment les mots ont un impact dans la transition, des plus jeunes aussi, à travers des collectifs qui se mobilisent, on a besoin de partager, on a besoin de réfléchir. C'est ces 2 temps, en fait, cette dynamique-là qui est au cœur du festival. L'école de la photo aussi nous a rejoints en tant que partenaire et nous met à disposition des lieux aussi où vont se tenir certaines résidences. On a travaillé avec les Suds déjà dès l'année prochaine sur l'annonce du festival. Festival des Suds, voilà, la musique là. Oui. La musique, et c'est vrai que cette année, on a déployé la dimension festive du festival avec un grand partenaire aussi, avec le Centre Pompidou, qui est invité dans le cadre d'Agir pour le vivant à organiser 2 soirées au Théâtre Antique. Le samedi soir, la première soirée va s'appeler Pulp Fiction, avec Vinciane Després et Alain Damasio, Yann Péchin et Floriane Pochon. Et alors là, ça va être une soirée extrêmement immersive où les mots vont résonner et on va assister à une sorte de battle entre Alain Damasio, Vinciane Després, où ils vont s'interroger dans leur usage même des mots et des concepts, des fictions qu'ils nous proposent pour nous faire avancer, nous interroger. Et une soirée autour de Bar Tabac et des imaginaires, c'est l'Observatoire des imaginaires qui vient orchestrer cette soirée. Et puis on aura la chance d'avoir Cyril Dion aussi qui nous présentera son nouveau film qui a déjà été présenté à Cannes mais qu'on aura en toute avant-première à Arles le 27 août. Animal. Et c'est vraiment un film là aussi qui, avec tout le talent qu'a Cyril, c'est-à-dire que il est capable de nous mettre face à une réalité qui n'est pas la réalité qu'on aimerait voir parce que elle est contraire, les choses ne vont pas dans le bon sens, mais il va avec 2 adolescents, Bella et Vipulane, à la rencontre de penseurs extrêmement inspirants et qui vont justement permettre, à travers tout le film, on chemine. Là aussi, on parlait tout à l'heure de voyage dont on ne revient pas. Ils font ce voyage dont ils ne reviendront pas. Ils ne sont plus les mêmes après ce voyage. Ils partent avec beaucoup de colère, qui est la colère, on va dire, des plus jeunes aujourd'hui. Et elle est légitime, on l'entend. Mais cette colère, parfois, si elle n'est pas alimentée par beaucoup de connaissances, elle va s'exprimer dans beaucoup de radicalité. Et là, et pas forcément être productif pour un avenir meilleur. Et là, il y a quand même quelques dangers. Et on peut tirer un peu la sonnette d'alarme. Et on voit bien, et c'est ce que fait Cyril ce qu'il a filmé en tout cas avec ces 2 jeunes, c'est que, et ils nous l'ont dit d'ailleurs, c'est ce qu'ils en ont tiré comme apprentissage, c'est que en allant à la rencontre de ces penseurs, donc c'est Jane Goodall, c'est Philippe Descola, c'est Baptiste Morisot, il n'y a pas François Saint, mais vraiment, il y en a plein d'autres. Et en fait, des discussions, ils arrivent avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et finalement, et à chaque fois, l'homme est considéré comme la pire des enjeux. Finalement, tout provient de lui. Donc, c'est le mal incarné, etc. Et en fait, de ces discussions, on voit bien que, là, en fait, les choses sont un petit peu plus complexes que ça, et que l'homme a un rôle à jouer dans la transformation. Et petit à petit, on voit ces adolescents, et la conclusion du film est absolument merveilleuse. Je la dévoilerai pas là, mais on perçoit tout ce cheminement. Et véritablement, c'est la dynamique de ce chemin qui s'incarne à travers ce film, qui s'est incarné à travers Demain et qui s'incarne à travers le festival et toutes les publications que l'on publie. Donc, je reviens à la question que vous me posiez par rapport au territoire. C'est vraiment aussi l'idée on est un acteur du territoire arlésien. Alors, on a été obligé de délocaliser nos bureaux à Paris parce que la communication reste parisienne et donc c'est quand même difficile de s'en extraire. Mais le cœur battant de la maison d'édition est effectivement à Arles et surtout, on est un acteur de ce territoire et l'idée est de partager avec les gens ces acteurs-là, à la fois les connaissances que nous on peut publier, on les met à disposition, on réfléchit ensemble et puis
Après, on voit quels sont les prolongements, mais on en est au tout début. Mais il y a je dirais une énergie, une tendance, on voit bien à ce désir de se connecter, d'échanger, d'être partenaire, chacun avec son identité, chacun avec son rôle particulier. Mais franchement, on ne sera pas trop de se mettre tous ensemble pour essayer d'envisager de faire bouger un peu les choses. Et vous, dans votre parcours, comment ce sujet du vivant s'inscrit-il dedans ? À quel moment, bon, évidemment, vous étiez dans un contexte familial et professionnel avec la famille qui était déjà, bon, vous êtes né dans la marmite, mais comment vous auriez pu naître dans cet environnement de personnes déjà assez éveillées, engagées, sans, enfin, ça arrive quelquefois. Absolument. Hein, et puis on est quelques-uns, on est plusieurs, mais non, oui. En fait, moi, et qu'est-ce qui vous a, il y a eu des déclics, il y a eu des rencontres, il y a eu un événement à un moment donné, comment? En fait, comme je disais, Jean-Paul Capitani, avant d'être éditeur, il était ingénieur agronome et il gérait une propriété agricole en Camargue, là où j'ai grandi, et notamment avec un élevage de chevaux. Et en fait, moi, ma grande découverte dans la vie, en quelque sorte, en tout cas, ce qui constitue l'alpha et l'oméga enfin, un des alpha et oméga, il y en a beaucoup quand même aujourd'hui, mais en tout cas, enfant, qui a vraiment constitué ce terreau, a été cette relation avec le cheval qui, et aujourd'hui, justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'école, tous les enfants montent à cheval, parce que j'ai une conviction très profonde que dans cette rencontre, dans ce dialogue que l'on crée avec un animal, un cheval, c'est 600 kilos, hein, quand on a 7 ans, c'est très, très impressionnant. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans un rapport on ne peut pas être dans un rapport de domination. On ne peut être que dans un rapport de conviction et d'être ensemble. Et finalement. Et de sincérité. Et de sincérité, oui, parce que le cheval ne trotte pas, ça, il peut pas. Donc, oui, on peut pas jouer, quoi. Il va vous renvoyer. Non, et il va vous renvoyer très rapidement ce qu'il ressent à travers ce que vous exprimez. Donc, un jour où vous arrivez, vous êtes un peu énervé, vous êtes moins à l'écoute, la gravité en général va l'aider à vous expliquer que c'est pas le bon chemin. Donc ça devient assez facile. Et puis en revanche, à contrario, quand on est vraiment connecté, quand on est vraiment présent, le cheval a un cœur tellement immense et généreux que on sent bien qu'on pourra aller au bout du monde avec lui. Donc finalement, c'est dans cet équilibre-là qu'on apprend à cheval. Et je trouve qu'il y a un apprentissage extraordinaire et je dirais, moi, j'ai forgé ma conscience et ma connaissance du vivant à travers ça. Et puis derrière, j'ai eu envie d'étudier l'économie parce que justement, c'était pour moi le parallèle de la médecine et l'étude des flux qui font une société, qui font le vivre ensemble. Et puis j'ai finalisé ça avec des études à Sciences Po et des études sur l'Union européenne qui, pour moi, était l'incarnation justement de comment arriver à créer les conditions d'un vivre ensemble vaste, large, qui permet d'intégrer toutes nos diversités. Mais voilà, en tout cas, ça, c'était mes chemins de réflexion. Et après, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles diverses et variées, mais qui allaient toutes dans ce sens-là. Et puis, j'ai rejoint Actes Sud il y a 12 ans, où c'est forcément sur ces questions-là que je me sens très à l'aise et très, très impliquée, très engagée aussi, parce que, convaincue qu'on a tellement de choses à faire et que c'est en le faisant tous bien groupés et dans cet échange, dans ce dialogue, qu'on arrivera à franchir des marches, les unes derrière les autres. Non, mais c'est vrai que les livres nous donnent l'opportunité à la fois de publier des gens qui ont déjà produit une pensée et en même temps d'aller chercher des auteurs, ou en tout cas des gens qui ont déjà une connaissance particulière dans un domaine pour les inviter à écrire. Et c'est vrai que dans le domaine des essais, on est beaucoup dans cette dynamique, mais on voit aussi que de plus en plus de romans, et on le voit dans notre rentrée littéraire, la question du réchauffement climatique, la question de la relation à la terre, la question de la relation au savoir, au climat, aux populations autochtones, s'invite de plus en plus dans les romans, dans notre fiction, parce que la fiction est ce qui va nous permettre aussi à la fois de se projeter, de digérer, de comprendre. Les auteurs de littérature sont
nous donne cette capacité, justement, on parlait tout à l'heure du sensible, mais là, si vous lisez Eldorado de Laurent Godet, la question des migrants, vous ne la vivrez plus jamais de la même manière qu'en lisant un article de presse qui va vous énumérer le nombre de morts qu'on a récupérés sur les plages. Si vous voyez, justement, dans ce fil-là, le travail d'un artiste comme Rachid Koraïchi, qui crée justement un cimetière au large de la Tunisie pour accueillir ces corps. Enfin, il y a tout ce lien entre le sensible et la connaissance qui fait que d'un coup, le monde sensible nous fait rentrer dans une connaissance qui a un visage humain, en quelque sorte. Là, à la rentrée littéraire, Wilfried Nsonde, qui a rédigé avec Stéphane Durand la toute première invitation d'agir pour le vivant, nous amène à travers son roman en Sibérie, sur les traces d'une reine africaine qui aurait été enterrée sur les terres de Sibérie et qui questionne forcément nos origines, mais qui questionne aussi le réchauffement climatique, la vie de ces populations autochtones. Et finalement, à travers une histoire qu'on va lire comme un polar, il nous remet au cœur de ces questionnements. Et en nous y plaçant de cette manière, on est forcément dans une dynamique de réflexion, de recherche, d'introspection. Et donc, on va faire finalement, par ce mécanisme d'introspection, on va faire le lien entre ce qu'on vit à l'extérieur, ce qu'on entend à l'extérieur et ce qu'on vit à l'intérieur. Et c'est vrai que cet équilibre-là, à travers les romans, il y a quelque chose qui vient se loger à un endroit encore différent de la connaissance. Oui, c'est ça. Et ce sont donc tous des auteurs, des autrices, pour celles et ceux que j'ai eu la chance déjà de rencontrer ou de lire, qui ont ancré en eux et qui incitent, qui insufflent ce respect du vivant que l'on a beaucoup piétiné quand même, aussi bien avec notre façon de consommer que de produire. Et on voit aujourd'hui les dégâts de tout ça. L'Anthropocène, c'est vraiment ça, cet impact humain sur la planète où on a tellement méprisé, tellement piétiné ce sensible, ce vivant, et on se rend compte à quel point c'est important. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à l'importance aussi que je trouve par rapport à ce festival et de s'enrichir de ces personnes qui ont une réflexion à la fois érudite et très construite, sont vraiment des intellectuels pour la plupart quand même, c'est que, en fait, aujourd'hui, le fait que notre information, bon, là, ça n'engage que moi, mais surtout depuis 1 an et demi, on a une information qui est quand même très uniforme. On n'entend pas beaucoup d'angles de vue, pas beaucoup d'avis différents, pas beaucoup d'approches différentes. Bon, pour des raisons que, chacun ne développera pas ici. Mais le fait que cette information soit devenue si comme dans une ornière, quoi. On a vraiment en ce moment, moi je trouve ça assez difficile de vivre ça, et je me dis qu'aujourd'hui des gens, et je le vois autour de moi, qui ne sont pas habitués à avoir une rigueur journalistique, de vérifier ses sources, de croiser ses sources et tout ça, que s'ils souhaitent une autre information que celle des grands médias qui disent un peu tous la même chose depuis quelque temps sur beaucoup de sujets, il y a aussi des problèmes de financement, d'enquête longue, de tout ça qui est devenu difficile. Mais le fait que cette information soit plus tellement plurielle, en fait, ça entraîne, je trouve, les gens qui ont envie d'avoir une autre information à aller sur Internet, mais sans les outils, pour pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens en tout cas, qui n'ont pas les outils pour trouver comment vérifier ces sources, comment croiser ces sources, comment voir le bien fondé d'infos qui sortent n'importe où, n'importe comment, dans tous les sens, complètement inondés de fake news. Et je trouve que si les gens, vous disiez l'année dernière, exprimaient un sentiment d'apaisement, c'est aussi parce que, comme vous disiez, on est un peu asphyxié et on a besoin d'entendre d'autres points de vue, mais des points de vue qui tiennent debout, quoi, des points de vue sérieux, pas des points de vue qui à la fois sont nourris de poétique aussi, de créativité, de toute cette dimension-là, et qui sont capables de nous toucher, mais qui soient dignes de confiance. Ouais, je pense qu'il y a une des problématiques qui sous-tend cette question de l'information, c'est la question du temps. Parce qu'en fait, et c'est là où je trouve le livre aujourd'hui, parce qu'on a prédit sa mort à multiples reprises, certes, même en format papier, et finalement rien du tout. Au contraire, on a pu en plus assister dernièrement à une
on aurait voulu faire un merveilleux plan de communication, il n'aurait jamais été aussi puissant que celui qui a eu lieu, mais parce que à un moment donné, on s'aperçoit que une information rapide et rapidement accessible provient d'une chaîne. Comme vous disiez, l'information se construit, mais l'information, elle se construit à partir de savoirs qui remontent. Et en fait, que fait un chercheur, un auteur, un scientifique? Dans un livre, on a un temps long. On va avoir un temps long pour s'exprimer, on va avoir un temps long pour construire un raisonnement, on va prendre le lecteur depuis le point de départ, on va essayer d'être dans un point de départ qui constitue véritablement son point de départ et pas avoir des préalables et dire si vous avez besoin d'avoir lu toute la bibliothèque avant de commencer ce livre. Non, on va essayer de lui donner, en tout cas, dès le départ, les outils pour comprendre. Ça, c'est le point de départ. Et puis après, on avance et on chemine et progressivement. Et si en plus, on a la chance d'avoir des auteurs, justement, qui ont ce talent de l'écriture, ce talent, ce goût du verbe, du sensible, d'aller chercher tel mot plutôt qu'un autre, parce que tel mot a tel sens et qu'il n'est pas le même que l'autre, et que placé à côté d'un autre, ça résonne pas de la même manière, et qu'on va pas... Enfin, tout ce qui fait le sel et le sens de la littérature. Et c'est vrai que le livre donne ce temps. Et quand on sort d'un livre, on n'a pas l'impression d'avoir été manipulé, même si on n'est pas d'accord avec l'auteur, on n'a jamais cette sensation d'avoir été enfermé, cloîtré et obligé de suivre tel ou tel raisonnement. On a toujours l'impression d'avoir notre libre arbitre quand on regarde, quand on lit un livre. Et on a toujours cette distance qui fait que l'information, on va la prendre, on va la supposer, on va la contreposer, et toute cette dynamique. Et donc, c'est vrai que si on se déconnecte de ce savoir, d'un coup, l'information va elle-même s'appuyer sur des tout petits phénomènes. Donc, en fait, on ne cesse de réduire l'assise de chacune des informations. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça devient un château branlant parce qu'on est dans une pyramide inversée. Donc, ça vacille. Et donc, c'est là où on a besoin de remettre le livre au cœur de nos sociétés. Et c'est là où défendre les librairies qui sont au cœur même des villes constitue une des priorités absolues de notre temps. Mais là, sur le très court terme, on arrive vers des élections présidentielles, etc. On sait qu'on va être baigné dans une information aussi diverse et variée que possible, aussi probable qu'improbable, aussi véritable que complètement fausse. Enfin bon, avec beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Et on sait que les lieux du débat n'existent pas parce qu'ils sont artificialisés. En revanche, dans une librairie, par définition, sur le principe des offices, etc., tout arrive. Tout. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien, tout arrive. Donc, à partir de ce moment-là, les librairies, en fait, constituent un lieu de débat absolument inouï. Et donc, ces lieux de débat, il faut vraiment les faire vivre au maximum. Et donc, oui, se rendre service en achetant potentiellement sur les sites internet des librairies parce que c'est plus pratique, que je peux le faire à minuit et c'est génial. Et tant mieux, c'est un vrai service. Il faut mieux aller sur les sites des librairies que d'autres parce que ce qui est important, c'est que ce commerce-là les fasse vivre elles. Mais le fait qu'elles existent et qu'elles s'incarnent dans les centres-villes est véritablement une priorité. Et là aussi, Agir pour le vivant, on en a fait, il y a eu quelques événements qui sont produits ailleurs, mais à chaque fois, on essaye de partir d'une librairie. Et il y a toujours une librairie à côté. Mais donc voilà, donc c'est vrai que la librairie est au cœur de cet événement aussi. Et on l'a vu l'année dernière, à un moment donné, dans les conférences, au tout début, on a peut-être un petit peu, on faisait moins systématique, de façon moins systématique. Puis petit à petit, on a vraiment présenté les livres de chacun des auteurs. Et finalement, spontanément, les gens ont couru en librairie. Le rayon en sciences humaines a connu une dynamique au mois d'août qu'ils n'avaient jamais connue pendant toute l'année. En plus, l'été, c'est en général des rayons qui souffrent un petit peu quand même. C'est pas forcément vers là qu'on se précipite pour les lectures de plage. Et pourtant, à ce moment-là, il a connu une vraie... parce que d'un coup, les gens se sont rendus compte, que les livres existaient. Parfois, ils ne savent même pas. On ne peut pas dire que l'information sur les livres dans les médias augmente. Elle se réduit comme peau de chagrin et c'est vraiment problématique parce que savoir que les livres existent et d'autre part, savoir qu'ils sont accessibles et que les librairies sont là. Et que les libraires sont là pour justement aider à ce cheminement dans ces rayons qui
effectivement, peut être complexe. On n'a pas tous, en tant qu'éditeur, en plus les mêmes objectifs dans nos façons de publier les livres. Et c'est vrai que, bon, ben, là, je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de certains de nos collections, c'est qu'on essaye de faire en sorte que chacun des livres soit accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et il va satisfaire les plus érudits comme les plus novices dans ces questionnements. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour dire qu'il y a évidemment des autrices et des auteurs d'Actes Sud, mais pas que. Pas que, absolument, oui, c'est parce que en plus, ce qu'on a pour permettre justement cette vision très large, on parle vraiment des problématiques. Alors forcément, il y a des auteurs d'Actes Sud qui sont présents parce qu'avec eux, on a déjà abordé certains sujets, qu'on sait c'est en général, un livre, c'est un point de départ ou c'est un point de cheminement parce que d'un livre, on arrive à plein de questionnements. Donc, il faut que derrière, il y ait une dynamique qui se suive. Et en fait, on confie l'organisation, dans le fond, de chacune de ces journées à une personne qui est invitée à construire le programme. Et donc, le lundi, c'est Stéphane Durand, Voilà, oui, j'aimerais bien qu'on découpe un petit peu pour pour mettre l'eau à la bouche à nos auditrices et auditeurs avant de terminer, que l'on voit un petit peu l'ensemble des journées, pas trop détaillé parce que ça va être très très long vu qu'il y a 150 intervenants. Oui, non, on va aller les grandes thématiques. Voilà, alors ce que je vais peut-être faire, c'est détailler les différents formats qui sont proposés et après on rentrera dans les différentes thématiques. Donc c'est vrai que il y a des événements, il y a des temps qui sont gratuits, en accès libre, et notamment les cafés avec, qui sont ces rendez-vous tous les matins sur la terrasse de l'Entrevue, qui est le restaurant de cet ensemble qui constitue le passage du Méjean ou Actes Sud. Donc sur cette terrasse le matin, autour d'un café, finalement, c'est une rencontre qui va être donc avec une personnalité phare de l'organisation. Donc le lundi, ça sera avec Wilfried Nsonde, mais on aura aussi Felwine Sarr. Il y a vraiment un Pauline Boyer d'Alternativa, que j'avais interviewé aussi. Et Sébastien Thierry, Grégoire Loïs, Florence Noiville et Philippe Sanos. Voilà. Et donc ça. Et Laurence Toubiana. Et Laurence Toubiana, absolument. Et donc, c'est vrai que ce temps, un café avec, on s'était dit 9h, c'est un peu tôt. Bon, tous les matins, la terrasse était absolument comble parce que c'est aussi, on est à l'extérieur, déjà, il fait frais, c'est agréable. Et puis, c'est un autre format. Il y a une petite présentation et puis après, on est beaucoup dans l'échange, dans les dialogues. Et c'est une façon parfois de revenir sur ce qui s'est dit la veille ou des questionnements plus personnels. Enfin, c'est vraiment un temps très dynamique. Et puis, on l'a dupliqué en fin de journée. Là, c'est à la Croisière. C'est un autre lieu qui a investi Actes Sud avec une autre librairie. Il y a beaucoup d'expositions photos que nous organisons avec les rencontres photos. Et là aussi, ça va être, il y a le temps qui s'appelle les Chroniques du Vivant, avec le quart d'heure. Voilà, on va enchaîner le quart d'heure Zone Sauvage. Voilà, c'est en fin d'après-midi, ça. Voilà, avec l'association On est prêt. Et puis les Chroniques du Vivant, qui là aussi vont être d'autres formats qui vont permettre d'être dans un dialogue et qui font un peu l'avant-soirée. Et puis après, dans la journée, c'est effectivement une série de conférences qui vont s'enchaîner autour d'une thématique, une seule et même thématique pour la journée. Et puis en soirée, on va avoir un temps plus festif, que ce soit à la Chapelle du Méjean, à la Croisière ou au Théâtre Antique, où là, on rentre encore dans une autre approche. Donc, les 7 thématiques, on va avoir le lundi, je veux juste souligner le fait que l'ouverture va se faire avec les premiers mots d'ouverture vont être donnés à Felwine Sarr, qu'on a publié avec cet ouvrage Trace, qui était le discours aux nations africaines. Et finalement, quand on lit, on est dans un appel justement au vivant et qu'on voit bien finalement toute la portée de ce discours et de sa pensée. Lui est écrivain, économiste et philosophe, et ça va être une parole qui devrait justement poser les mots de l'ouverture avec une grande force. Donc et il fait beaucoup d'autres choses. Il fait des arts martiaux. Exactement. C'est vraiment un personnage. Il a un groupe de musique. Tout à fait. C'est vraiment quelqu'un enfin, on était extrêmement honorés qu'il accepte de venir pour cette deuxième édition. Et qui organise avec Achille Mbembe, d'ailleurs, à Dakar, les rencontres de
de la pensée, non? Comment c'est le titre exact? Je me souviens plus. Je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'on est en train de construire aussi un agir pour le vivant en Afrique. Et parce que justement, il y a à travers l'Agence française du développement, il y a vraiment cette volonté de s'immerger dans la spécificité de chacun des territoires et de produire cette réflexion ancrée dans un territoire. Donc, ils sont très, très impliqués là-dessus. Et surtout avec des personnes de ce territoire. Absolument, pas oui, tout à fait. D'aller imposer, comme ça a été tellement fait jusqu'à Exactement. maintenant, Non, c'est vraiment... voilà, avec la responsabilité donnée à des acteurs locaux, quoi. Tout à fait. Donc, le lundi, c'est Vivants parmi les vivants. Donc, c'est la question qui est posée par Stéphane Durand et Anne-Sophie Novelle, à laquelle leurs invités vont répondre. C'est finalement comment se réconcilier avec le vivant. Quels sont les gestes, les mots, comment la prise de conscience finalement émerge pour chacun d'entre nous, pour justement d'un coup aller vers cette reconnexion au vivant. Et donc, ils vont interroger toute la journée, donc Wilfried Nsonde en ouverture, après Estelle Zongmangal qui va interroger justement cette idée de regarder à travers les œuvres d'art, comment les artistes regardent, qu'est-ce que nous regardons à travers les œuvres des artistes, comment nous regardons la nature, qu'est-ce que nous regardons. Il y a eu avec Laurent Tillon, qui lui aussi a une approche de toutes ces questions avec une immense sensibilité. On va interroger le récit, l'écologie du récit et le récit écologique, et puis être un arbre. Donc là, on est au cœur de la biodiversité dans cette journée, et finalement, Stéphane Durand a créé, nous a proposé de créer cette collection Monde Sauvage, qui aujourd'hui connaît un succès très, très fort. Et en fait, la question qui est posée à travers cette collection est celle de notre relation au vivant. Pourquoi on s'en est potentiellement dégagé, mais qu'est-ce qui se passe quand je me reconnecte au vivant? Et finalement, c'est l'ensemble de ces témoignages, de ces récits de scientifiques, d'écrivains, de personnes qui ont des profils très variés, qui vont justement détailler et montrer que cette connexion au vivant est source de connaissances. Avant, François Serrano, le spécialiste des cachalots, étudiait les cachalots depuis son bateau. François plonge avec eux et va justement à travers l'attitude, la posture qu'il prend dans son état de scientifique et d'observateur, finalement va induire un dialogue, un échange, et va changer de posture au point de se poser la question, est-ce que c'est moi qui étudie les cachalots, les cachalots qui m'étudient? Et cette espèce d'aller-retour comme ça avec le vivant dans la connexion qu'on peut avoir, on parlait tout à l'heure du cheval, justement, c'est un dialogue. On a besoin d'être dans un environnement sensible pour être en connexion avec la biodiversité, avec le vivant. Donc ça, c'est la première. Et de ne pas se poser en dominant, de se mettre exactement, ça ne fonctionne pas. De toute façon, la nature, elle nous le renvoie à puissance 25 aujourd'hui, donc c'est pas possible. La nature n'est pas juste une ressource, sinon, de toute façon, elle s'affaiblit, elle meurt, elle disparaît. Voilà, soit on est dans une intelligence du vivant ensemble, et là, il peut se passer des choses absolument extraordinaires, de régénération aussi, parce que on arrive à régénérer les sols, on arrive à régénérer. On a bien vu, une fois que tout s'est arrêté avec le Covid, la planète elle est beaucoup mieux. Donc finalement, et très vite. Et très très vite. Donc et effectivement, et on voit bien, le vivant se reconstitue. Il est source de vie permanente. Donc il y a juste à utiliser, à s'appuyer sur cette interdépendance, ce lien, cette force et cette vitalité du monde auquel on appartient, c'est dans le monde du vivant. Le mardi, on sera sur l'idée de se questionner sur construire un monde en commun, et donc d'interroger l'idée même des communs à travers une dimension d'économie, financière, mais aussi naturellement la question de la démocratie et la question du territoire aussi comme lieu d'expression de ces communs. Et donc ça va être une journée extrêmement riche. Et là aussi, on ne peut pas imaginer parler du vivant sans parler de l'économie, de la finance, etc. On sait bien
construit un monde aujourd'hui où il faut que toutes les parties soient associées à la réflexion et par leur connaissance, par leur mobilisation, vont permettre justement des points de bascule. En fait, on sait que ce qui est important à trouver, c'est le point de bascule, mais il faut quand même s'y mettre un certain nombre pour y arriver. On le voit bien avec ce qu'on appelle l'immunité collective. Finalement, le taux, il est quand même très, très grand. Donc voilà, comment on arrive à construire ce monde en commun et où donc là on a Dominique Bourg qui va intervenir, Raphaël Madvé, Michel François Delannoy, Laurent Roy, Sophie Soiton, Nathalie Stern, Philippe Zawati, Eva Sadoun et Achille Bembe qui vont venir tous participer et apporter justement leur connaissance à ce questionnement. Et puis Pauline Boyer fera effectivement l'ouverture de cette journée et on finira le soir. Voilà, donc là, on a vraiment des gens d'horizon qui arrivent avec des cultures différentes, avec des constructions différentes, mais en même temps avec beaucoup de choses en commun quand même. Donc, ça devrait être très intéressant, oui. Voilà, et le soir, Pierre Ducrozet et Julieta Canepa nous ont proposé d'interroger différentes personnes pour savoir quand est-ce qu'a eu lieu ce moment de bascule, quand est-ce que la prise de conscience est arrivée. Et nous raconterons finalement ces instants décisifs. Je pense que ça va être une soirée extrêmement émouvante parce que effectivement ces instants décisifs de bascule, quand d'un coup le vivant prend place dans nos vies, c'est des moments qu'on n'oublie pas parce que là aussi c'est irrémédiable en quelque sorte. Oui. Le mercredi 25 août, Séverine Cogebanvaux nous a fait l'immense honneur de répondre positivement à notre invitation pour dessiner et donc nous a proposé une journée qui s'appelle Dessiner un nouvel humanisme, où là, la question de la colonisation, des extractions, de la captation illimitée des richesses de la terre et de ses forces vitales finalement amène à toutes sortes de phénomènes et de maux de nos sociétés. Donc, comment sortir de cette relation mortifère au vivant et par contre revenir à un monde qui vibre, qui redevient sensible, qui est capable de faire des liens justement entre les choses, parce qu'on s'aperçoit que c'est aussi ces liens, ces interdépendances qui vont permettre de à la fois avoir une plus grande conscience des choses, mais aussi d'être source de solutions. Donc, le café avec sera avec Felwine Sarr. Et les thématiques seront l'habité colonial, justement toujours à la Cachée Membe, le temps du soin aussi, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et une thématique qui va s'appeler l'humanisme animiste, et où là aussi des artistes vont échanger avec des philosophes, des écrivains, pour arriver à concevoir de façon large le monde du vivant finalement. Et à chaque fois, l'idée de ces journées sont d'élargir comme ça. Et on finira la journée par Emmanuel Ecocha, Vivre avec le cosmos, où là, voilà, on est exactement dans cet endroit où on s'est élargi pour prendre toutes les... pour intégrer dans notre pensée, finalement, toutes les dimensions du vivant. Et puis, on finira par une soirée qui s'appelle Éprouver le vivant, où performances et musique viendront réveiller, finalement, ou mettre en musique, mettre en vie tout ce qu'on aura vu toute la journée. Le 26 août, le jeudi, donc c'est Marielle Massé qui a construit cette journée qui s'appelle Les Vivants et la Parole, parce que, comme on l'a dit déjà, et ça nous tient particulièrement à cœur en tant qu'éditeur, c'est les mots sont au cœur même de la transition, de la prise de conscience écologique. C'est tous nous participons à l'émergence à la fois d'une conscience, d'une pensée et d'une capacité d'action. Écrivains, écrivaines, musiciennes, comédiens participent justement de ce qui relève du soin à la terre, aux animaux, aux oiseaux, etc. Donc on est véritablement là dans une journée dédiée à la sensibilité, mais toutes finalement le seront là, mais là on sera particulièrement sur les mots, paroles et vulnérabilité. Jacques Bonafé sera là, donc on va alterner aussi à la fois échange et lecture, et on finira avec un moment en fait médiéval qui s'appelle Troubadour aujourd'hui, avec Pierre-Olivier Dittmar, qui est historien, et Patrick Boucheron, mais aussi c'est une performance historique et musicale. Donc ça,
Là aussi, les formats, en fait, nous permettent aussi d'aller ailleurs. Une journée très importante parce qu'elle va nous parler des plus jeunes. Et je pense qu'on a vraiment besoin, et aujourd'hui, plus que jamais, de se soucier des jeunes générations. Ils sont dans un contexte extrêmement complexe qui est source d'angoisse, et l'éveil à la culture, l'éveil aux sensibles constitue un des outils de leur survie finalement. Et donc c'est Sophie Marinopoulos qui était intervenue l'année dernière sur une conférence et qui finalement a orchestré toute une journée qui s'appelle le festin culturel de l'éveil et l'enseignement, et on va passer en revue au fil de la journée tous les âges de l'enfance pour justement se questionner sur comment éveiller, à quel âge, qu'est-ce qu'il faut mettre à la disposition. Et finalement, elle avait rendu un rapport justement sur la santé culturelle des enfants. Et là aussi, on s'aperçoit qu'on a des générations qui sont sous-alimentées culturellement. Et en fait, l'idée même de culture, là, telle que Sophie, la façon dont elle le donne en conscience, constitue quelque chose qui est vital pour les bébés, pour les enfants, pour les jeunes adultes. Et on ne peut pas être déconnecté du monde sensible. Et ce monde sensible est dans ce monde de culture. Donc, une journée absolument cruciale qui, à mon avis, va encore une fois nous montrer à quel point, entre ce que l'on sait, le niveau de connaissance que l'on a et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, sont à des années-lumière, et va montrer toute l'urgence d'agir. Et puis la soirée sera dédiée au film Animal de Cyril Dion, et qui justement montre aussi à quel point on a besoin d'être alimenté de connaissances, de dialoguer avec les personnes les plus intelligentes de cette planète, et que les plus jeunes ont tout à fait accès à ça, et qu'il faut au contraire démultiplier l'accès à ces intelligences. Le samedi, donc on va questionner la notion de justice pour le vivant. C'est Marie Toussaint qui a orchestré cette journée, et forcément on est dans un moment où la justice est en train de prendre part en quelque sorte aux discussions et à la notion d'action pour cette transition écologique. L'État a été condamné pour inaction. Toute la mobilisation d'énormément d'acteurs, et notamment Valérie Cabanès qui sera là, et qui est une qui intervient aussi qui se bat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Voilà, et qui intervient dans que j'ai interviewé aussi. Voilà, qui intervient dans notre affaire à tous aussi, puisque ce que vous faisiez allusion, donc notre affaire à tous, Marie Toussaint a cofondé notre affaire à tous avec Valérie Cabanès, et aussi l'affaire du siècle. Voilà. Et en donc fait, ce procès. Toutes ces actions finalement commencent à porter leurs fruits, nécessitent une énergie absolument incroyable, et c'est vrai qu'il est vraiment important d'en avoir à la fois conscience et de participer de ces mouvements, parce que ça va être la colonne vertébrale de notre société, ce droit de l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on en fait, comment on le développe, etc., et comment on fait avec. Et puis on finira la soirée au Théâtre Antique avec Barthabas et l'Observatoire des Passions. Et puis enfin, la dernière journée, le dimanche 29 août, c'est Laurence Tubiana qui a répondu là aussi positivement à notre invitation. On voulait absolument poser la question de l'Europe. Là aussi, quand on parle de territoire, l'Europe est une échelle sur laquelle on doit pouvoir agir pour arriver à développer une société et des fondements qui soient forts. Et donc voilà, donc le café sera avec Laurence Tubiana, et puis on sera pour Laurence Tubiana, qui a tout un parcours, elle, dans les institutions, dans les grandes institutions, qui était l'une des personnalités, peut-être plus dans l'ombre que d'autres, mais pourtant dans les plus importantes au niveau de la mise en place de la COP21. Absolument. Et donc là, on va avoir une première conférence qui va s'appeler Pour une diplomatie verte, avec l'ambassadeur de France en Autriche, Gilles Pécou, Emmanuel Guérin, qui travaille de façon très très étroite avec Laurence Tubiana, Corinne Lepage et Rémi Rioux, de l'Agence française du développement. Corinne Lepage, dont on vient de publier un ouvrage
qui relate finalement ses 50 ans de combat pour le droit de l'environnement à travers 50 procès qu'elle a conduits. Et vraiment, franchement, c'est le meilleur polar qu'on peut lire cet été parce que c'est inouï, en fait, ce qu'on peut faire à cette échelle et ce qu'il faut entreprendre. On parlait de créativité, mais ces avocats-là sont d'une créativité inouïe pour arriver à faire plier les États, les multinationales, les contraindre à être dans l'action, arriver à contraindre le droit. Enfin, il y a vraiment, et à des échelles justement, qui doivent se situer au niveau européen pour être souvent pertinentes. Et puis qui permettent de sensibiliser, parce que dans les actions des juristes ou avocates là qui se battent pour tout ce que vous venez de dénoncer, il y a aussi toute cette dimension, comme notre affaire à tous, l'affaire du siècle, où je les ai entendus dans des interviews, y compris, parce que j'ai fait 2 interviews sur notre affaire à tous et une de Valérie Cabanès. Et en fait, c'est évidemment le résultat, mais parce que j'ai lu sur le net depuis encore récemment là, pour un procès où l'État est accusé et perd, et les gens disent oui, mais ils sont condamnés à payer, mais au final, c'est nous qui payons, puisque c'est nous les citoyens, l'État, c'est nous les citoyens, donc bon, c'est vrai aussi. Mais pour moi, ce que je trouve très important, c'est que l'affaire du siècle, il y a eu une mobilisation médiatique autour du phénomène et du fait qu'il y avait des gens un peu connus dans l'histoire et qui ont fait un petit clip et tout ça. Et du coup, ça a amené quand même le sujet dans les médias beaucoup plus qu'il ne l'était. Tout à fait. Et surtout, c'est faire émerger finalement les leviers à disposition. Et c'est là où on a besoin, enfin, on n'est pas dans une situation où on va pouvoir y aller petit à petit. Il faut que, là, pour le coup, on sait que c'est tous les... Il y a urgence. Il y a vraiment urgence et qu'il va falloir lever tous les curseurs d'un coup pour que l'impact soit suffisamment important. Et donc, c'est là où l'Europe, on a beau pester, etc., mine de rien, c'est un niveau de construction qui est pertinent par rapport aux problématiques qui nous concernent. Mais en plus, on voit que aujourd'hui, par rapport à un virus qui se répand sur toute la planète, que si dans un pays le virus se répand moins et qu'à côté il se répand beaucoup, quels que soient les moyens qu'on emploie pour améliorer et pour faire qu'il y ait moins de gens qui soient contaminés, en tout cas, on voit bien aujourd'hui qu'avec la circulation des personnes et dans tous les domaines, on est obligé de faire ensemble. Et si un pays arrête de polluer, prend des mesures drastiques et qu'à côté, on a un pays qui continue à émettre des gaz à effet de serre et à se comporter n'importe comment, aujourd'hui, on est obligé de faire ensemble. Donc, absolument. Et puis surtout, de penser au niveau européen, c'est indispensable. Et de croire qu'on pourrait faire les choses seuls est un leurre absolu, parce que de toute façon, les interdépendances, comme vous le soulignez, elles sont là. L'agriculture aujourd'hui, elle n'est ni française ni allemande. Notre agriculture, elle est européenne. Donc, tout ce que nous mangeons se constitue à l'échelle de l'Europe. Donc, si on veut penser à une agriculture, elle ne peut qu'il soit régénératrice, qu'il soit bénéfique pour la biodiversité. Elle doit se penser à l'échelle européenne. Pour les terres comme pour le corps humain, d'ailleurs. Exactement. Le Green Deal, tel qu'on l'a appelé, il se pense à l'échelle européenne. Alors forcément, on dira qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça, etc. Mais il n'empêche que, heureusement qu'à un moment donné, il y a eu ce niveau-là qui s'est mobilisé et qui a pu répondre positivement pour arriver justement à d'un coup atteindre une échelle. On a mis en place l'euro sans politique budgétaire. Ce Green Deal constitue l'embryon de notre politique budgétaire au niveau européen. Et quelle est une tendance verte ? Il était urgent que ce le soit. On va souhaiter qu'il soit très, très fortement axé sur ce sujet. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, voilà, c'est toutes ces questions. On va clore sur cette dimension européenne parce que d'un coup, là aussi, le champ s'élargit. On est parti du territoire, de son ancrage, et finalement, à chaque fois, on est de toute façon, on ne cesse d'étudier cette idée du vivre ensemble. Et à chaque problématique, on va dire, il faut trouver le bon niveau de société et où on fait société ensemble et à travers quoi, quelles valeurs et quels outils. Et donc, voilà, c'est tout ce que l'on va interroger durant cette semaine. Et aussi avec, donc, vous en avez parlé, mais je voulais le rappeler quand même, je trouve très important, la fabrique et les ateliers,
Parce que du coup, c'est pas juste des réflexions, même si les réflexions sont primordiales et sont à la base de tout, mais il y a aussi des laboratoires avec plusieurs groupes qui vont travailler pendant 4 jours, voilà, plus d'une vingtaine d'experts et de porteurs de projets, afin, je reprends le texte de présentation, afin de mener une réflexion sur les nouvelles manières d'aménager et de penser les territoires autour du principe de solidarité écologique. Et donc là, c'est vraiment le terrain, le concret. Absolument. Et c'est aussi une des spécificités, je dirais, je pense, en tout cas qu'on a souhaité d'Agir pour le vivant, c'est que cette fabrique, finalement, implique énormément tous nos partenaires. Ce festival se construit à travers, effectivement, se finance à travers différents partenariats. Et en fait, tous nos partenaires ont souhaité être acteurs, finalement, dans le cadre de cette semaine, mais être acteurs en se mettant un peu dos au mur de cette réflexion. On s'aperçoit qu'en fait, parmi les acteurs de notre société économique, financière, communication, etc., le monde de l'entreprise, mais même le monde des institutions, les niveaux de conscience et les niveaux d'action sont extrêmement différents d'une entreprise à l'autre, d'une institution à l'autre, etc. Et en fait, on voit bien que, en revanche, ce qui constitue un terreau commun, ce sont les questions. Tout le monde se pose les mêmes questions, mais on ne sait pas comment y répondre. Chacun va y répondre un peu à sa manière, certains avec un niveau d'exigence extrêmement fort, d'autres avec un niveau d'exigence un peu moins fort, et tout en ayant conscience qu'il faut aller plus loin. Mais en tout cas, tous ont le souci de faire évoluer leur système pour être dans une logique beaucoup plus respectueuse du vivant. C'est pour le vivant, mais surtout arriver à être avec le vivant. Et c'est là où d'un coup, il y a une métamorphose. Et donc, en partenariat avec la Banque des Territoires, une résidence qui va être vraiment importante et qui est organisée avec Luma, à la Fondation Luma à Arles, qui est justement la fabrique de l'action pour le vivant dans les territoires. Donc, c'est une résidence à huis clos. C'est Raphaël Madvé qui va en être le coordinateur. Et finalement, ils ont invité 6 porteurs de cas, je crois, si je m'abuse, je crois que c'est 6, oui, qui vont venir devant un panel d'experts, des anthropologues du droit, des agronomes, des économistes, des spécialistes des communs, des juristes, des spécialistes des imaginaires et de psychologie, de la conservation de la nature, mais aussi des acteurs du territoire qui ont déjà œuvré à la transition, des différents délégués aussi institutionnels. Donc, devant ce panel d'experts, ces porteurs de cas vont justement expliquer comment ils ont réussi à mettre en œuvre des projets à l'échelle territoriale. Et finalement, l'idée, c'est qu'à l'issue de cette semaine, à l'issue de ces auditions, il y ait finalement un schéma commun, ou en tout cas un embryon de mode opératoire qui pourrait être défini et qui permettra à la Banque des Territoires de potentiellement le diffuser au-delà. Donc, l'idée, c'est on va nourrir à travers cette réflexion des possibilités d'action dans le futur. Donc, on est vraiment là dans la fabrique de l'action pour le vivant. L'Agence française du développement, comme je disais, se positionne dans cette réflexion d'agir pour le vivant en Afrique. Et donc là, ce sont effectivement, comme vous disiez, comment on va questionner aussi l'action, l'interconnexion, où sont les points d'appui pour la création d'un événement qui serait le pendant d'Agir pour le vivant en Afrique, avec cette idée de mettre autour de la table justement les acteurs de ce changement, les personnes qui pensent et les acteurs du territoire, et arriver à créer une dynamique identique. On a aussi l'Assemblée populaire du Rhône, qui est aussi organisée avec Luma, qui va poser la question de l'identité juridique d'un fleuve tel que le Rhône. Comment on arrive à créer justement cette personnalité juridique, et à partir de ce moment-là, tout ce qui relève de la reconnaissance des droits du fleuve, dignité, sécurité, préservation, intégrité, et à l'horizon. Il y a une démarche un peu similaire pour la Loire aussi Tout à fait, actuellement. Absolument. Ouais. Parce que Valérie Cabanel, j'ai vu qu'elle serait sur la partie là sur le Rhône. Elle est venue aussi au Parlement de Loire dans les. Absolument.
le laboratoire qui est constitué depuis plusieurs mois, peut-être même 2 ans maintenant, pour mettre toutes ces réflexions en commun et voir comment avancer sur ces perspectives. Et puis, on a encore une résidence qui est les jeunes pour le vivant. Donc, c'est comment construire de nouveaux récits de l'engagement. Donc, ça, c'est un atelier ces ateliers sont à huis clos, hein, mais ça tiendra à l'École nationale de la photographie. Et là aussi, on voit bien qu'il y a une jeunesse qui a envie de se mobiliser, qui a envie de se faire entendre, qui a envie d'action, qui a envie qu'on arrive à ce point de bascule. Et là, c'est réunir 25 jeunes militants et artistes pour forger collectivement justement un nouveau langage de l'engagement. Parler, les mots sont au cœur de notre sujet. Et puis, un atelier auquel participent tous les partenaires, Agir pour le vivant, qui s'appelle l'atelier L'empreinte naturelle des entreprises et des organisations, que l'on fait en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, où justement on se pose la question de cette empreinte naturelle, comment on la mesure, comment on agit dessus, comment on peut créer des dynamiques positives de création de valeur économique, mais de régénération aussi, de modèles de formation, de tout ce qui permet d'imaginer, de contribuer finalement à des prospérités partagées, créer un tissu économique qui s'appuie sur ce vivre ensemble, qui s'appuie sur cette biodiversité, qui s'auto-appuie en quelque sorte, où vraiment on prend conscience de cette interconnexion et de cette nécessité d'aller vers des modèles qui visent à la régénération. On peut être dans une dynamique vivant et dans une dynamique de croissance. La décroissance n'existe pas à l'échelle du vivant finalement, ou en tout cas parce que une graine va pousser, va se développer, va croître, va se démultiplier. Donc cette idée de croissance, elle existe dans la nature, elle est là, elle est naturelle. Ce qui n'est pas naturel, c'est le phénomène de destruction pour croître. Donc comment on arrive à créer des économies qui soient circulaires, régénératrices et qui finalement croissent, mais au bénéfice de tous. Et puis, donc on est dans cette logique de définir un corpus d'agir au niveau de l'entreprise, d'un corpus de mesures qui permettrait d'agir pour le vivant et d'accompagner aussi les entreprises là-dedans. C'est un atelier qui a démarré l'année dernière et qui se poursuit tout au long de l'année. Et l'idée, c'est d'accompagner chacune des entreprises sur le temps long dans cette prise de conscience et du développement d'une action spécifique. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour du programme. Un grand tour, puisque c'est très riche. Anne-Sylvie Bameul, un grand merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, à la fois le fond et la forme, c'est-à-dire vraiment ce qui sous-tend toutes les idées pourquoi vous avez voulu créer ce festival, pourquoi c'est important qu'il ait lieu aujourd'hui, et puis de nous avoir expliqué un petit peu tout ce qui allait se passer pour nous mettre un peu l'eau à la bouche et donner envie d'aller soit écouter sur place, soit rejoindre. Il y a un site dédié, Agir pour le vivant, sur lequel il y a pas mal d'informations, à la fois pour ceux qui veulent venir assister au café, aux rencontres, aux débats, aux soirées, à tout ce qu'on a évoqué. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu l'année dernière que des gens qui avaient prévu de venir pour une journée ou deux, beaucoup ont dû changer leur billet de train et réservation d'hôtel pour rester toute la semaine, parce qu'en fait, une fois qu'on commence, c'est vrai que c'est un continuum de pensée qui est extrêmement Ils y ont pris goût. Positif et qui fait beaucoup de bien. Oui, mais c'est cet aspect vivant lui-même du festival, je pense aussi, qui est ce que j'avais interviewé juste Pierre Ducrozet pour son roman Le Grand Vertige. Et en fait, il rentrait juste d'Agir pour le vivant. Oui, absolument. Et il était emballé. Vraiment, c'était un bon ambassadeur. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de très, très fort l'année dernière avec tout le monde. C'est pas compliqué. C'était vraiment un événement qu'on a tous partagé, public, intervenants, organisateurs. Voilà. Ça fait partie de Il faut dire qu'il y a un bouillonnement intellectuel déjà de toutes ces personnalités qui se rencontrent et qui interagissent et qui sont déjà toutes exceptionnelles prises individuellement. Et puis le lieu, Arles, il faut quand même le rappeler pour ceux qui nous écoutent de loin et qui ne connaîtraient pas, c'est quand même une ville magnifique. Aussi. Voilà, avec la Camargue à côté, avec enfin, il faut aller, voilà, si vous ne connaissez pas et que vous êtes à l'autre bout du monde, tapez dans un moteur de recherche la ville de Arles, vous verrez les photos de ces magnifiques maisons, les volets, les couleurs,
c'est très très beau. Et puis il y a toute une histoire aussi, donc la ville en elle-même, il y a tout un tas d'énergies là qui cohabitent pendant une semaine qui sont porteuses, et puis on en a vraiment besoin en ce moment, qu'on a besoin de pas seulement de réfléchir, mais d'avoir des réflexions qui ouvrent des nouvelles perspectives. On a tous parlé beaucoup du monde d'après, c'est devenu déjà complètement obsolète cette expression, et là c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans un temps plus long, mais à la fois avec une conscience de l'urgence, donc c'est quand même très important aussi. Donc félicitations pour avoir mis tout ça en place, à toutes celles et tous ceux qui ont participé avec vous. Voilà, je serais ravie de venir assister enfin à cet événement. Ravie de vous accueillir et merci pour ce moment et de nous permettre de partager aussi avec vos auditeurs les raisons qui ont poussé à construire ça. Mais avant tout, c'est vrai que l'hospitalité est au cœur même de ce dispositif, et donc on espère vivement accueillir le plus grand nombre de personnes cette année. Mais sachant qu'en plus, on n'a pas comme il y a le pass sanitaire est obligatoire, il n'y a plus de jauge, donc il y aura plus de capacité d'accueil que l'année dernière. Merci beaucoup, Anne-Sylvie. Merci beaucoup. Bonne continuation jusque-là. J'imagine qu'il y a encore des préparatifs jusqu'au dernier moment. Forcément. Et donc à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.